Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Magali Cazotte et nous allons découvrir l'histoire d'une médium hors du commun, Madame Fraya. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Magali, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, c'est la première intervention que vous faites chez nous. Eh oui, alors ça me fait très plaisir et puis je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Écoutez, avec plaisir parce que vous allez nous raconter une histoire extraordinaire. Pour cette première émission, vous allez nous raconter l'histoire d'une médium, Valentine Dancos, née le 21 mai 1871, connue sous le pseudonyme de Madame Fraya. Qui était exactement Madame Fraya ? C'était un personnage absolument extraordinaire. Et avant même de commencer à raconter son histoire, j'ai envie de commencer par une anecdote qui va nous permettre de cerner le caractère tout à fait exceptionnel de cette femme. Alors, on est au début de la Première Guerre mondiale, plus exactement au début du mois de septembre 1914. Alors, ça fait seulement un mois que la guerre est déclarée. Les Allemands sont déjà à Compiègne, donc ils sont, autant dire, aux portes de Paris. Et en pleine nuit, à 2 heures du matin, Madame Fraya reçoit un coup de téléphone du ministère de la Guerre qui la convoque de toute urgence en pleine nuit. Alors, elle s'y rend le plus vite possible. Et là, elle est reçue par Aristide Briand, en personne, qu'elle avait déjà eu l'occasion de rencontrer une première fois. Donc il la reçoit dans le hall du ministère de la Guerre et il l'accompagne dans un salon de style empire où l'attendent plusieurs autres ministres, dont certains sont encore en pyjama et en pantoufles, parce qu'ils ont été réveillés eux aussi au beau milieu de la nuit et on leur a pas du tout donné le temps de s'habiller. Et là, elle est un petit peu impressionnée quand même. Et donc Aristide Briand lui demande, voilà, est-ce que vous nous permettez de vous poser des questions sur la situation actuelle? Elle lui répond bien entendu. Et là, il y a le ministre de l'Intérieur, Louis Malvy, qui lui demande de but en blanc, pensez-vous que les Allemands vont entrer dans Paris? Et là, Madame Fraya, sans hésiter, elle lui répond non, les Allemands n'entreront pas dans Paris, leur victoire va tomber à l'eau. Aux environs du 10 septembre, ils seront obligés de se retrancher sur l'Aisne. Ce sera l'écroulement de leur plan de campagne rapide. Alors, il y a un autre ministre, c'est le ministre de la Guerre, qui deviendra ensuite président de la République, c'est Alexandre Millerand, qui lui demande, mais comment vous pouvez vous montrer aussi optimiste? Et là, Madame Fraya lui répond que la nuit précédente, elle a fait un rêve dans lequel elle a vu les Allemands battre en retraite et la date du 10 septembre s'imposait à elle. Et quelques jours après, a lieu la fameuse bataille de la Marne. Ah oui. Voilà, qui va se dérouler du 5 au 12 septembre. Donc, qui va voir une victoire totalement inespérée de l'armée française. Et bien sûr, le fameux épisode des taxis de la Marne. Oui. Et donc, à partir de là, disons que le fait qu'elle ait fait cette prédiction va empêcher le gouvernement, parce qu'il était sur le point, les ministres étaient sur le point de prendre la fuite à Bordeaux. Donc son rôle a été capital. Mais aucun historien n'a jamais évoqué l'intervention de Madame Fraya à ce moment-là de l'histoire. Donc ça a été quand même quelque chose d'énorme, mais personne ne le sait. Alors là, ça montre aussi la réputation que Madame Fraya avait à l'époque. Oui. Parce que quand même, tout un gouvernement qui est vraiment au bord de la fuite, au début d'une guerre, il n'imaginait pas à quel point ce serait épouvantable. Il convoque une voyante au beau milieu de la nuit au ministère de la Guerre. Ça, il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de précédent. C'est quand même tout à fait exceptionnel. Donc ça, c'est pour montrer la réputation que Madame Fraya avait
à cette époque, en 1914. D'accord. Voilà, alors ça, je voulais commencer par cette anecdote, parce que vraiment, elle en dit long. Elle en dit long sur le personnage. Ouais. Alors maintenant, on va commencer par le commencement, comme vous l'avez dit, Alain. Alors, Madame Frias, c'est un surnom qu'elle va prendre bien après. En fait, elle est née de son vrai nom, Valentine d'Ancos. Donc, le 21 mai 1871, vous l'avez dit, à Villeneuve-de-Marsan, dans les Landes. Et Valentine, était une enfant tout à fait ordinaire. Elle ne se distinguait en rien, si ce n'est qu'elle avait un rêve. Elle était très douée pour le piano. Elle voulait devenir pianiste professionnelle. Bon, et ses parents lui avaient d'ailleurs payé les meilleurs professeurs, voilà, parce qu'elle était très douée. Mais quand je dis qu'elle se distinguait en rien, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'elle avait un père qui était un peu particulier lui aussi. Donc c'était un haut fonctionnaire qui travaillait pour le ministère des Finances, mais ce monsieur avait des prémonitions. Mais alors, on va dire que lui, son don, il était limité au niveau de la famille. C'est-à-dire, quand il avait des prémonitions, ça ne concernait que ses proches ou lui-même. Et donc, le père de Valentine avait prédit le jour et l'heure de sa mort. Il avait dit « Je mourrai avant l'hiver, un 1er novembre à minuit, vers ma 75e année, sans souffrance ni agonie. Je garderai ma lucidité jusqu'au bout. » Et donc, sa famille, connaissant bien justement la justesse de ses prédictions, bon, ils étaient un petit peu inquiets quand il avait fait cette prédiction quelques années avant la date fatidique. Et effectivement, quand arriva le soir du 1er novembre 1916, il se trouvait donc dans sa 75e année, il a demandé à sa femme l'heure qu'il était. Et pour le tromper, elle lui a répondu qu'il était 2 heures du matin. Et là, son mari lui dit « Non, tu me mens ». Il était en réalité 23h30. Et quand les 12 coups de minuit ont sonné, il est mort comme il l'avait prédit. C'est incroyable ça. Voilà, alors déjà, le don était dans sa famille, on va dire. Comment on peut l'expliquer ? Ah, là, comment on peut l'expliquer, ça, je ne le sais pas. D'ailleurs, Valentine disait elle-même, bon, on pensait, oui, qu'elle avait hérité ce don de son père, mais elle ne le croyait pas, elle. Elle pensait que, bon, il avait ce don lui-même, qu'elle avait ce don, mais elle ne croyait pas que c'était quelque chose de génétique. Pour elle, c'était autre chose. C'était comme un don du ciel que l'on donnait à certaines personnes, mais qui ne pouvait pas se transmettre forcément par la génétique. Elle-même ne le croyait pas. Alors, toujours est-il que voilà, ce monsieur, ce père de Valentine, avait quand même un don particulier, mais à un moment, ce don, il n'a pas du tout fonctionné, parce qu'il s'est mis dans la tête, quand Valentine avait 18 ans, de lui faire épouser un de ses amis. C'était un professeur agrégé de grammaire. Il s'appelait Louis Delmas. Mais ce monsieur avait 20 ans de plus que Valentine. D'accord. Et comme le dira plus tard Valentine, c'était un mariage de déraison. Mais il a eu des conséquences inattendues, ce mariage. Donc ça peut peut-être expliquer pourquoi le père de Valentine, là, il n'a pas eu du tout on va dire, la prémonition de ce qui allait se passer. Comme si son don avait été mis en sommeil. Parce que voilà, pour faire plaisir à son père, donc Valentine épouse ce monsieur. Et dès le lendemain, ils partent en voyage de noces à Nice. Ils prennent le train, parce que pour venir des Landes, voilà, ils prenaient le train. Et dès le voyage dans le train, Valentine se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'ils sont tous les deux. Donc elle se trouve bien sûr dans le compartiment du train avec son jeune mari, entre guillemets. Et en face d'eux, il y a un jeune homme de l'âge de Valentine, qui regarde Valentine pendant tout le trajet, parce que Valentine était très jolie. Et Valentine, ma foi, elle y prête quasiment aucune attention, parce qu'elle a vraiment aucune mauvaise pensée, je dirais. Mais son mari, dès qu'ils arrivent donc à destination, il lui fait une scène épouvantable. Il montre, il révèle un caractère, vraiment, qui laissait présager le pire. Donc, ça commence un peu mal. Après, ils arrivent à l'hôtel, à Nice, et là, il y a la nuit de noces, on va dire, qui se passe aussi très, très mal. Tant et si bien même que Valentine est presque en état de choc. Ah oui. Et le lendemain matin, son mari la laisse seule dans la chambre. Et là, Valentine, elle est seule dans la chambre d'hôtel, et c'est là que lui arrive sa toute première vision. Alors là, je vais citer les mots même de Valentine. C'est elle qui raconte donc ce qui lui est arrivé. Elle dit « Bien éveillée, allongée sur le lit en plein jour,
je vis soudain des centaines de mains qui se tendaient vers moi. Des mains d'hommes, de femmes, surtout de femmes, fines et longues, aux doigts chargés de bagues étincelantes. Il en surgissait de toutes parts. Je les voyais avec une telle netteté qu'il me semblait qu'elles allaient me toucher. Puis je me suis vue assise dans un salon assez sombre, au mur orné de miroirs, et je lisais dans les mains de mes consultants. À côté de moi, sur une commode, une petite lampe était allumée. Je me trouvais à Paris. J'étais sûre que cela se passait à Paris et que ce serait là où j'irais vivre. Alors, Valentine a cette vision qui vraiment la laisse sans voix, on va dire. Mais, ni une ni deux, elle se lève du lit, elle fait vite sa valise, elle laisse un petit mot à son mari pour lui expliquer que, elle comprend que ça n'ira pas du tout entre eux. Il vaut mieux arrêter là. Et avant même qu'ils reviennent, elle s'enfuit presque de l'hôtel pour courir à la gare et rentrer chez ses parents. Et quand son père lui ouvre la porte, il est nullement étonné. Il l'accueille avec ces mots. Il lui dit « Je savais que ton retour était imminent. Depuis hier soir, je n'ai cessé de te voir dans le compartiment du chemin de fer et je t'y voyais seul sans ton mari. » Donc son père avait eu la vision du retour de Valentine. Il était médium aussi, lui. Ah ben oui, ouais. Mais ça ne concernait que, comme je vous l'ai dit, que sa famille. Voilà, que sa famille, ses proches. Alors que le don de Valentine est allé bien au-delà. Donc, ça aurait pu s'arrêter là, on va dire, ce mariage désastreux. Mais malheureusement, une seule nuit a suffi pour que Valentine tombe enceinte. Ah. Et oui. Et elle va donner naissance à une fille, une enfant, qui va être, on va dire, le drame de sa vie. Elle confiera d'ailleurs que cet enfant sera son karma. Et d'ailleurs, dès sa naissance, dès qu'elle a vu le regard de l'enfant qui l'a regardé avec des yeux très durs, elle savait qu'il y aurait un problème avec cet enfant. Et malheureusement, l'enfant en question, elle aura hérité des problèmes psychologiques de son père. Parce qu'il avait vraiment de gros problèmes mentaux, en fait, cet homme, dont va hériter sa fille, Marcel Delmas. Voilà, qui n'était pas dénué de talent non plus, parce qu'elle aura écrit quand même quelques ouvrages. Donc elle avait un talent littéraire indéniable, à tel point d'ailleurs que l'un de ses ouvrages, Les Bonheurs secrets, ça deviendra le livre un peu de chevet de Georges Clemenceau. Voilà, parce que après Valentine sera amenée à rencontrer beaucoup de personnalités et elle aura la surprise de découvrir que Georges Clemenceau était tombé amoureux du livre de sa fille. Donc quand même sa fille avait ce talent, mais malheureusement elle va connaître la fin sordide que Valentine avait vue, lui avait prédit, malheureusement. Bon, toujours est-il que là, j'en reviens à Valentine qui revient chez ses parents. Et malheureusement, quand elle découvre qu'elle est enceinte, c'est vraiment une catastrophe pour elle. Surtout d'un homme qu'elle n'aimait pas vraiment, et sachant comment était cet homme. Enfin, du moins, elle l'a découvert un peu tard. Donc, son mariage n'aurait duré que 5 jours. On peut pas faire plus rapide. C'est sûr. Voilà. Donc, Valentine est de retour chez elle. Et quand elle apprend, bien sûr, son état, alors pour se changer les idées, on va dire, et puis toujours omnibulée par la vision qu'elle a eue dans cet hôtel à Nice, elle se met à bouquiner des manuels de chiromancie, parce qu'elle savait que c'était son destin. Et alors elle commence notamment à lire, on va dire, la référence en la matière à l'époque, et qu'il est encore d'ailleurs de nos jours, c'est le fameux ouvrage d'Adolphe Desbarolles, Les mystères de la main. Donc là, c'était la référence à l'époque. Bon, elle lit ce livre, elle en lit d'autres, puis ça lui suffit pas. Il faut qu'elle passe, on va dire, à la pratique. Donc, elle commence à faire appel, à demander à ses amis. Elle avait des amis dans son petit village, tout ça. Elle commence à lire dans les mains. Et là, Valentine, elle révèle des choses tellement incroyables et qui s'avèrent tellement justes, que très vite, en quelques mois, elle va devenir un peu une célébrité locale. Une célébrité de sa région. Et tant et si bien que ça finit par arriver aux oreilles de la reine Nathalie de Serbie, qui vit en exil, parce qu'après s'être séparée du roi Milan Ier, elle vit donc dans cette villa tout près de Biarritz, et elle entend parler de cette Valentine, qui a un don exceptionnel. Alors elle l'invite
elle l'invite à une fête qu'elle donne dans sa villa. C'est une fête de charité. Donc elle l'invite pour justement qu'elle attire aussi des gens donc à cette fête. Et elle est impatiente. À un moment, elle la prend à part, Valentine. Bon, parce qu'elle veut qu'elle lise dans ses mains. Voilà, elle est très très curieuse de savoir ce qu'elle va lire dans ses mains. Et là, Valentine, elle est bouleversée. Elle le voit d'ailleurs, la reine de Serbie. Elle voit qu'elle change de visage, qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, elle lui dit, mais écoutez, dites-moi ce que vous voyez dans mes mains. N'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas, je peux tout entendre. Et là, Valentine, contrainte et forcée, on va dire, elle lui raconte, elle lui dit ce qu'elle voit, que son fils, le roi Alexandre Ier, et son épouse, la reine Draga, vont être assassinés dans des conditions épouvantables. Alors, elle ne rentre pas trop dans les détails, mais Valentine a la vision. Et c'est quelque chose vraiment d'horrible. Alors, la reine de Serbie, ça lui fait pas grand-chose, parce qu'elle ne la croit pas. Elle lui dit, mais non, vous inquiétez pas, c'est vraiment quelque chose d'impossible, ce que vous me dites. Ne vous faites aucun souci. Au contraire, elle essaye de consoler un peu Valentine, de la rassurer, de lui dire, mais non, vous en faites pas, vous devez vous tromper, c'est impossible. Ça va malheureusement, 10 ans plus tard, exactement le 11 juin 1903, le roi Alexandre Ier et la reine Draga vont être assassinés dans les pires conditions au sein même de leur palais, avant que leur corps soit jeté par les fenêtres, par des révolutionnaires. Mais bon, la reine de Serbie ne prendra vraiment conscience de la véracité de ce que lui a dit Valentine que 10 ans plus tard. Donc là, on est en 1893. Mais bon, quand même, voilà, elle n'oubliera pas Valentine, puisqu'après, on va le voir par la suite, elle va la réinviter à une autre fête de charité et où elle fera une rencontre particulière. Mais là, c'est un petit peu plus tard. Donc, elle a fait cette rencontre chez la reine. Bon, bien sûr, elle rencontre, sa renommée commence un petit peu à grossir. Mais elle se dit, mais il faut que j'aille à Paris. Parce que dans sa vision, toujours la vision qui ne la quitte pas, elle sait que son destin est à Paris. Donc, après l'épisode chez la reine de Serbie, elle va quitter les Landes, elle va confier sa fille, qui est assez jeune, elle doit avoir 2-3 ans, elle va la laisser à ses parents pour partir à Paris chez des amis de son père, qui vont l'héberger. Et ces amis-là, ils sont au courant. Ils sont au courant d'abord pour le don de son père et pour le don de Valentine. Parce que ils savent très bien, voilà, qu'elle a hérité de ce don, ils le croient. Donc, ils l'accueillent chez eux. Et puis, ils commencent à parler d'elle, un peu à leur relation. Et c'est comme ça que une journaliste, Caroline Rémy, va entendre parler d'elle et va avoir l'idée de l'inviter. Alors, tout pareil, il y a une kermesse de bienfaisance qui se déroule au Jockey Club, où le tout Paris, voilà, a l'habitude de se réunir. Mais alors là, Valentine est paniquée un petit peu parce que elle veut bien participer à cette kermesse, mais elle ne veut pas le faire sous son nom. Parce qu'elle se dit qu'est-ce qu'on va dire si on apprend, voilà, dans les lunchs, les relations de ma famille, tout ça. Elle voulait pas donner son vrai nom. Elle voulait trouver un nom d'emprunt. Alors Caroline Rémy, elle va chercher. Elle dit, écoutez, vous inquiétez pas, on va vous trouver un nom. Et puis, le hasard, entre guillemets, qui fait merveilleusement les choses, fait chercher à Caroline Rémy, dans sa bibliothèque, au hasard, elle attrape un livre, et c'est un livre de mythologie. Et elle l'ouvre, et elle tombe sur une déesse nordique, une déesse du panthéon scandinave, et une des plus grandes déesses, on va dire. Et cette déesse, ça s'appelle la déesse Freya. Freja. Il y a 2 orthographes. Freja, Freya. Et là, elle voit cette déesse. C'est une déesse qui est décrite comme extrêmement belle et ayant des pouvoirs magiques. Et elle se dit, mais ça irait très bien à cette jeune femme qui est très jolie et qui a des pouvoirs exceptionnels. Donc, elle s'est dit, elle lui propose à Valentine, que diriez-vous si je vous présentais sous le nom de Madame Freya, du nom de cette déesse. Alors Valentine accepte et dit oui, écoutez, oui, ça me convient. Donc elle va participer à cette kermesse sous ce pseudonyme. Et puis alors là, elle fait une telle démonstration. Tout le monde se presse pour faire regarder ses mains. Et là, tout le monde est tellement ébloui
que dès le lendemain, le tout Paris ne parle plus que d'elle. Et en quelques jours, elle va même surpasser la réputation de la fameuse Madame de Thèbes. Parce qu'à l'époque, on est à la fin du 19e siècle, la grande voyante, la grande chiromancienne de l'époque, c'était Madame de Thèbes. Et là, en quelques jours, Madame Freya, voilà, qui se révèle à Paris, et là, elle est en train complètement d'éclipser Madame de Thèbes. Bon, alors on en est là. Et tant et si bien que alors là, la journaliste qui est donc à l'origine de la révélation, on va dire, de Valentine, elle lui dit, écoutez, là, il y a plein de gens qui me demandent où vous consulter, et vous ne pouvez pas le faire chez les amis de vos parents. C'est pas possible. Il faut vous trouver un appartement, et vraiment le plus vite possible. Alors, elle se met très vite en quête d'un appartement. Bon, elle lui en trouve un, mais cet appartement, le premier appartement, elle sait, Valentine, que c'est pas le bon, ça va pas. Alors, il y reste que quelques mois, elle dit à Caroline, Rémi, non, vous savez, c'est pas ça, il faut que je change d'endroit. Magali, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Magali Cazotte et nous découvrons ensemble l'histoire incroyable d'une médium appelée Madame Freya. Alors, elles se remettent en quête d'un appartement et là, elles vont finir par visiter un appartement qui se trouve au rez-de-chaussée d'un immeuble dans le 8e arrondissement, au 11 rue d'Édimbourg. Et là, dès qu'elle rentre dans la pièce, Valentine, elle reconnaît, alors au détail près, la pièce qui lui est apparue dans sa vision, toujours pareil, au moment de son voyage de noces. Donc elle sait que c'est là, elle sait qu'elle a trouvé, c'est en 11 rue d'Édimbourg, c'est là où elle va faire pratiquement toute sa carrière. C'est juste à la fin où elle déménagera encore. Donc voilà. Elle a trouvé l'endroit, elle a de plus en plus de clients qui arrivent, et puis alors, ils sont tellement émerveillés que le bouche-oreille faisant, voilà, sa réputation grandit. Au fil des mois, il se passe quelques années. Et puis là, donc je reviens à la reine de Serbie. Pourquoi ? Parce que nous sommes en août 1902. Et là, elle reçoit à nouveau une invitation de la reine de Nathalie de Serbie, qui veut la revoir, qui tient absolument à la revoir. Bon, la terrible prédiction ne s'est pas encore accomplie, puisque nous sommes encore en 1902. Mais donc c'est juste un an avant l'assassinat du fils de la reine de Serbie et de son épouse. Donc nous sommes en 1902, et elle invite à nouveau Valentine à venir, toujours pareil, pour une fête qu'il y a dans sa villa. Alors Valentine refait le voyage depuis Paris. D'abord, ça lui donne l'occasion de revenir dans la région, de revoir ses parents, sa fille. Et puis, donc, elle va accepter donc, cette invitation de la reine. Et là, il se passe à nouveau une rencontre. D'ailleurs, ça va pas arrêter toute sa vie, elle va faire des rencontres extraordinaires. Et à cette occasion, à cette nouvelle fête donnée par la reine de Serbie, elle rencontre Pierre Loti. Alors Pierre Loti, qui avait entendu parler d'elle, et qui est très curieux, parce que Pierre Loti, voilà, il voulait le voir pour le croire, il n'y croyait pas du tout. Donc il voulait tester les talents de cette Madame Freya, dont on lui rabattait un peu les oreilles. Et il fut tellement stupéfait du résultat, que dès qu'il fut de retour à Paris, Pierre Loti n'a eu qu'une idée en tête, c'est d'écrire un article qu'il a écrit pour le Figaro et qui va intituler « Une chiromancienne chez une reine en exil ». Et là, l'article, alors un article on ne peut plus élogieux pour Valentine, tellement qu'il avait été impressionné par cette rencontre. Alors, cet article, il va attirer l'attention d'un autre journaliste qui travaille, lui, pour le journal Le Gaulois. Et ce journaliste, il va aller voir Pierre Loti, parce que ça l'a intrigué quand même. Il connaissait quand même le personnage. Il s'est dit, mais comment vous pouvez croire en de telles choses? Parce que là, il ne comprenait pas. Et là, Pierre Loti va lui dire, là je cite les propos de Pierre Loti qui vont être repris par le journaliste qui est venu donc l'interviewer. Pierre Loti va lui dire, jusqu'à samedi,
Je pensais que la chiromancie n'était que blague, fumisterie, charlatanisme. C'est ce jour-là que Madame Freya, qui tenait, comme vous le savez, le pavillon de la bonne aventure à la fête de Sachino, a lu dans ma main. C'était la première fois que je me prêtais à une étude de ce genre, et avec un scepticisme absolu, je vous l'assure, bien que mon amie, Madame Juliette Adam, m'eût dit de ma chiromancienne énormément de bien. Or, Madame Freya m'a raconté des choses extraordinaires, renversantes, avec un luxe de précision et de détails qui m'a fortement impressionné et troublé. Malheureusement, ces choses font partie de ma vie intime, il m'est vraiment impossible d'en parler. Il y en a toutefois une que je ne vois pas d'inconvénient à vous révéler. Sachez donc que pendant mon voyage en Perse, je fus attaqué par des brigands qui me laissèrent presque pour mort. Je n'ai jamais parlé en France de cette aventure que Madame Freya ne pouvait pas connaître. Elle m'en a fait pourtant le récit très exact, avec les circonstances de temps et de lieu. Cela ne tient-il pas du prodige ? Oui. Voilà les propres paroles de Pierre Loti. Et alors, à partir de là, Pierre Loti a noué une amitié avec Madame Freya, alors vraiment très forte. Et pour lui prouver, on va dire, vraiment toute l'amitié qu'il lui portait, il va lui faire un cadeau assez exceptionnel. C'est un collier qu'il va lui offrir. Un collier fait de 40 grains d'ambre et de petites turquoises qu'il avait ramené d'un temple de Bénarès. Ce collier, c'était le collier de la déesse des faveurs. Et en Inde, on disait que ce collier avait un pouvoir extraordinaire. Parce que, bon, la tradition voulait qu'il ait été fabriqué plusieurs siècles avant Jésus-Christ, que des moines, pendant des années, l'avaient chargé d'ombres de bénéfiques, pour lui donner un pouvoir vraiment faramineux et pour en faire un prix cadeau à cette déesse des faveurs dans ce temple de Bénarès, où Pierre Loti, on va dire, l'aurait emprunté, pour ne pas employer un autre mot. Oui. Parce que voilà, Pierre Loti avait un peu la manie de ramener de chacun de ses voyages un peu un gris-gris, un talisman. Il aimait ça, enfin un souvenir. Et là, c'était vraiment la pièce à laquelle il tenait le plus, mais il a été poussé quelque part à faire ce cadeau à Madame Freya. Mais ce qu'il y a de fou, c'est que, comme je vous l'ai dit, la déesse Freya, donc voilà, c'est ce qui a donné le surnom à Valentine, hein, c'est le nom qu'avait trouvé Caroline Rémy. Mais dans la mythologie nordique, on raconte d'ailleurs que la déesse Freya était connue pour posséder un collier d'ambre au pouvoir magique. Et c'est en souvenir de cette tradition que l'on allumait les feux au solstice d'été dans les pays nordiques pour rappeler chaque feu était censé symboliser une des pierres d'ambre du collier de la déesse Freya. Ça, c'est étonnant. Ouais. Et ce collier, Madame Freya l'a gardé toute sa vie, il était toujours à côté d'elle, et elle disait elle-même qu'il avait un pouvoir extraordinaire. Elle a dit d'ailleurs, j'ai pu maintes fois constater son surprenant pouvoir, je le sens chargé de radiations éminemment bénéfiques, plusieurs anesthésistes venus l'examiner sont de mon avis, une force surnaturelle s'en dégage, des fluides précieux sont condensés dans chaque grain, si l'on est très réceptif, rien qu'en le regardant sans même les toucher, les radiations bienfaisantes agissent à votre insu. Et elle disait que si l'on venait faire un souhait, il était toujours réalisé dans l'année, ce souhait, en touchant le collier. Et pour donner un exemple, alors beaucoup de personnes venaient voir Madame Freya et lui demandaient l'autorisation de toucher le collier. Et il y en avait un qui venait très souvent, c'était Marcel Proust, qui avait l'habitude de venir toucher le collier de Madame Freya. Donc ce collier, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il a pu être racheté, mais alors vraiment de manière miraculeuse, on va dire, par Simone de Tervagne. Alors Simone de Tervagne, c'est la journaliste qui a fait la connaissance de Madame Freya 6 ans seulement avant sa mort et qui a pu recueillir in extremis tous ses souvenirs. Parce que tout ce que je raconte là, c'est grâce à Madame de Tervagne, Simone de Tervagne, que l'on peut savoir tous ces détails sur la vie de Madame Freya. Sinon, ils auraient été perdus pour toujours. Donc, Simone de Tervagne a recueilli ses souvenirs, qu'elle a consigné dans un livre qu'elle a intitulé « Une voyante à l'Élysée », en rapport avec l'épisode
que j'ai cité au tout début, la convocation de Madame Freya pendant la guerre au ministère de la guerre. Puis après, elle était invitée régulièrement aussi à l'Élysée par Raymond Poincaré. Donc voilà, c'est ce qui a donné le titre du livre. Et donc, quand Madame Freya est décédée, sa fille, elle n'a rien trouvé de mieux que de vendre, au maître aux enchères, toutes ses affaires personnelles. Et Simone de Tervagne a récupéré in extremis le collier que l'on a vendu 3 fois rien, parce qu'on disait, il y a quelqu'un à la salle de Rouault qui a dit non, ça c'est de la pacotille, ça ne vaut rien. Heureusement d'ailleurs, sinon elle n'aurait pas pu l'acheter. Mais après voilà, on sait que Simone de Tervagne a récupéré ce fameux collier de Pierre Loti, le fameux collier de la déesse, mais à partir de là, on ne sait pas ce qu'il est devenu. D'accord. Voilà. Donc ça c'est un grand mystère. Il s'est perdu. Alors voilà, c'est quelqu'un, parce qu'il n'est pas impossible que des gens qui nous écoutent aient pu connaître Simone de Tervagne. Simone de Tervagne qui est décédée en 92. C'est pas très vieux. Donc il y a des gens qui peuvent avoir des informations sur ce qui est devenu le collier de Pierre Loti qu'il a offert à Madame Freya. Je serais bien heureuse de le savoir parce que voilà, ça c'est un grand mystère. Ouais. Alors bon, là c'est l'épisode Pierre Loti et le collier. Et donc après donc cette rencontre assez fabuleuse, et puis aussi qui va renforcer la réputation de Madame Freya à Paris, bien sûr, parce qu'il y a suite à l'article dans le Figaro. Alors là, ça ne va faire qu'amplifier les choses. Donc, Madame Freya remonte à Paris, bien sûr. Donc, elle poursuit sa carrière, je dirais. Et elle va faire, au fil de sa carrière, des rencontres extraordinaires. Et notamment, elle va se lier d'amitié. Alors là aussi, une amitié extraordinaire, fabuleuse, avec le célèbre Papus. Oui. Voilà. Alors elle le dit elle-même, elle dit à propos de lui, j'ai eu la chance au début de ma carrière parisienne de me lier d'amitié avec un être extraordinaire qui m'a guidée, m'a donné de précieux conseils, alors que ma grande jeunesse, mon manque d'expérience ne me permettait pas encore de faire preuve à l'égard de mes consultants de toute l'autorité nécessaire. En d'innombrables occasions, dans des moments particulièrement dramatiques, il m'a tiré d'affaire de façon parfois miraculeuse. Parmi tous les occultistes célèbres que j'ai connus, le docteur Papus a surtout provoqué mon admiration pour sa grandeur d'âme, d'abord, et pour ses dons prophétiques qui étaient infaillibles. Il faisait énormément de bien autour de lui et était vénéré comme un saint. D'une grande érudition, il parlait couramment 8 langues, dont le russe, l'hébreu, le grec et le sanskrit. Voilà, il faut rappeler que Papus était quand même un homme exceptionnel, le disciple le plus fervent aussi de Maître Philippe de Lyon. Oui. Donc Maître Philippe, Elisabeth. Que nous avons raconté avec Elisabeth de Caligny. Voilà, on va pas y revenir. Ouais. Et alors donc, par contre, il y a une histoire absolument incroyable avec Papus et Madame Freya et qui implique une autre personne, une personne très célèbre. Alors voilà, un jour, Papus vient trouver Madame Freya et lui demande, comme une faveur, si elle accepterait de l'accompagner à une soirée privée pour voir la représentation d'une danseuse hindoue. Alors là, Madame Freya est assez étonnée parce que c'est pas trop le genre de Papus de lui faire ce genre de demande. Alors il lui explique pourquoi. Il lui dit, écoutez, voilà, j'ai rendu visite à un peintre, un de mes amis qui est peintre, et en lui rendant visite dans son atelier, je suis tombée devant le portrait d'une femme. Alors, et là il s'arrête, Papus, devant ce portrait. Il est pris d'un malaise indescriptible. Et il demande à ce peintre, c'était le peintre Guillonnet, il lui dit, qui est cette femme? Alors le peintre Guillonnet, il lui dit, écoutez, je peux pas vous dire exactement, c'est quelqu'un qui me l'a amené pour faire son portrait, mais si vous voulez, je pourrais me renseigner pour savoir exactement qui est cette femme, pour vous en dire plus. Et là, Papus, il regarde toujours le portrait, et il dit à son ami peintre, cette femme est un monstre, une sorte de démon. Elle provoquera des catastrophes, des deuils, des suicides, pire encore, elle fera parler beaucoup d'elle, vous verrez. Et il se trouve que, renseignement pris par son ami peintre, cette femme n'était autre que la fameuse Mata Hari. Ah oui. Alors, il n'a que son nom, Mata Hari. Ouais. Bon, il demande à son ami peintre, est-ce que vous pourriez me faire entrer, m'avoir une invitation pour que je puisse assister à l'une de ces représentations dans ces soirées très privées, hein, parce que vous savez que Mata Hari, ces spectacles, ils finissaient en nu intégral. Alors à l'époque,
Ouais. Et c'était quand même assez osé, on va dire. Donc, Madame Freya accepte de suivre Papus parce qu'il lui demande, comme une faveur, il veut savoir si elle éprouve à l'encontre de cette femme la même sensation. Il veut son avis. Ouais. Donc, ils s'y rendent, tous les deux. Ils assistent, ils attendent, parce que ça dure longtemps, la soirée, jusqu'à ce qu'elle rentre sur scène. Et là, dès qu'elle rentre sur scène, Papus se tourne vers Madame Freya, il lui dit, est-ce que vous êtes de mon avis? Elle lui dit oui, absolument. Et là, ils attendent pas plus longtemps. Ils attendent pas la fin du spectacle. Ils s'en vont tout de suite parce qu'ils ne peuvent pas supporter de rester dans la même pièce que cette femme. Tellement qu'ils sont assaillis par un sentiment épouvantable. Mais ça s'arrête pas là, l'histoire. 1 an avant la condamnation de Matahari, donc on est en 1916. Papus vient trouver Madame. Non, d'abord c'est quelques mois avant. Il lui confie à Madame Freya. Il lui dit qu'il a eu la désagréable surprise de trouver en rentrant chez lui sur sa porte des signes cabalistiques tracés avec du sang. Et quelques jours après, des aiguilles plantées dans la porte de manière à reproduire la forme d'un cercueil. Voilà. Et là, Papus, il sait qu'on lui a jeté un sort très puissant, que c'est la magie, on va dire, la plus noire qui est à l'œuvre. Et Papus va confier à Madame Freya qui se doute de qui lui a lancé ce sort. Il pense bien évidemment à Matahari. Il lui dit à Madame Freya, il a la connaissance, Papus, c'est un occultiste vraiment de très haut niveau, il est capable de contrer le sort. Il est capable de l'arrêter, mais comme il va le dire à Madame Freya, il dit, si je fais ça, la personne qui m'a jeté ce sort épouvantable va mourir. Et Papus ne peut pas, étant un disciple de Maître Philippe, il ne peut pas s'autoriser, se donner le droit de tuer quelqu'un. C'est pas possible. Il sait qu'il va mourir. Parce que s'il n'arrête pas le sort, il sait qu'il va mourir. Mais il accepte son sort parce qu'il préfère mourir que de tuer quelqu'un. Voilà, ça c'était Papus. Ouais. Et donc, le matin du 25 octobre 1916, il va trouver Madame Freya pour lui dire adieu. Parce qu'il lui dit qu'il est convaincu qu'il va mourir. Et donc, il tenait à lui rendre une dernière visite. Alors, Madame Freya est bouleversée. Elle essaye de lui dire, mais non, mais écoutez, c'est pas possible, il y a sûrement quelque chose à faire. Alors, il n'insiste pas, Papus, parce qu'il veut pas trop l'accabler. Il s'en va. Et quelques heures après, Papus, qui se trouve à l'hôpital de la Charité, il est en train de monter un escalier, justement pour aller voir un de ses confrères, en consultation. Et là, Papus s'écroule. Il meurt dans l'escalier de l'hôpital. Il est terrassé. Et après, Madame Freya, après cet épisode, elle n'aura jamais oublié, elle va confier à Simone de Tervagne, Madame Freya va lui dire « Seules des créatures vraiment démoniaques pouvaient réussir de telles pratiques. Pour ma part, je n'en voyais qu'une, Matahari. Elle avait pu apprendre que Papus s'était procuré une photo d'elle. L'a-t-elle cru capable d'utiliser son effigie pour se livrer à des pratiques destinées à neutraliser ses mauvaises forces ? A-t-elle eu vent de l'enquête menée par lui auprès du peintre Guillonnet? Lui avait-on répété les propos inquiétants que Papus tenait à son sujet? Je le pense. Et je crois fermement que cette diablesse s'était livrée contre lui à des pratiques de magie noire rapportées des Indes néerlandaises, où, disait-on, elle aurait fait partie d'une dangereuse secte. D'accord. Et oui, parce que Matahari, quand elle avait épousé l'officier de marine, Rudolf MacLeod, qui avait été son premier mari, elle était partie avec lui dans les Indes néerlandaises, et on sait très bien qu'elle s'était liée avec une secte qui pratiquait la forme de magie la plus noire. Voilà. Et le sentiment qu'avait éprouvé Papus, rien qu'à voir son portrait, en dit long sur cette femme, qu'on avait soupçonné d'ailleurs d'avoir essayé d'empoisonner ses propres enfants. Voilà. D'ailleurs, l'un des enfants était mort. Enfin bon. Et donc là, c'est l'épisode, on va dire, Papus et Matahari. Donc indirectement, Madame Freya a été confrontée à des personnages célèbres. Et c'est pas fini. Alors là, on va rester dans les personnages diaboliques, j'ai envie de dire. Parce qu'au début de l'année 1914, on n'est pas encore en guerre là, Madame Freya reçoit un prince russe, très beau, elle le décrit comme ayant le visage d'un ange. Et c'était le prince Félix Yusupov. Et alors, elle le voit rentrer
dans ce petit cabinet. Alors déjà, elle le regarde, elle se fait en elle-même la réflexion qu'il est très beau, qu'il ressemble vraiment à un ange. Mais dès qu'elle voit ses mains, alors là, c'est un peu comme avec la reine de Serbie. Alors là, elle est bouleversée. Et Yusupov, il voit qu'elle est troublée, qu'elle n'ose pas lui dire ce qu'elle voit. Alors c'est pareil, il lui dit, mais écoutez, allez-y, dites-moi ce que vous voyez. Et là, Madame Freya lui dit, vous assassinerez quelqu'un avec vos mains et vous aurez l'impression de commettre une bonne action. Alors là, le prince Yusupov, il dit, mais c'est pas possible, je peux pas tuer quelqu'un. Ou alors, à la guerre, peut-être. Je peux effectivement être amené à tuer quelqu'un. Elle lui dit, non, ce ne sera pas à la guerre. Ce sera l'un de vos compatriotes que vous assassinerez. Et puis, elle peut pas lui en dire plus. Elle-même, elle est vraiment très perturbée, autant que Yusupov, qu'elle reverra 4 ans plus tard. Parce que Yusupov a tenu à venir la revoir pour lui raconter comment sa prédiction s'était réalisée. Et il se trouve que le prince Yusupov a fait partie des conjurés qui avaient juré la mort de Raspoutine. Et il avait été désigné par ses compagnons, désigné par le sort, que ce serait lui qui allait l'assassiner. Alors il lui avait tendu un piège à Raspoutine. Il avait invité à un dîner, alors en lui faisant convoiter qu'à ce dîner, il aurait l'occasion de rencontrer la femme de Yusupov, la princesse Irina Alexandrovna, qui était connue pour être l'une des plus belles princesses de Russie. Et alors, connaissant le penchant de Raspoutine pour les femmes, donc ils se sont dit, il va pas résister à la tentation. Et effectivement, il ne se méfie pas, il accepte l'invitation. Et là, Yusupov, le cerf, commence à lui donner plusieurs verres de vin empoisonnés. Mais le poison n'a aucun effet sur lui. Alors, de garlasse, il finit par sortir un revolver, il lui tire à bout portant, en plein cœur. Il se dit, bon, ben là, c'est bon, c'est fait. Là, quand même, j'y suis arrivé. Alors, il sort de la pièce, il va chercher ses complices qui attendaient au dehors pour voilà, avoir des nouvelles et tout. Et il leur dit, voilà, c'est bon, il est mort, on va se charger donc de faire disparaître son cadavre. Il rentre tout seul dans la pièce, et enfin, auprès de ce qu'il croit être le cadavre, qui se relève, comme par enchantement, pour lui sauter à la gorge. Et alors, il s'ensuit une lutte à mort. Et là, il va raconter à Madame Freya, Yusupov, il lui dit, c'est à ce moment-là que votre prédiction m'est revenue à l'esprit. Alors, saisi d'un accès de folie, j'ai griffé Raspoutine au visage à toute volée, comme si j'étais en état second. Je l'ai lacéré de griffures. Raspoutine va quand même réussir à échapper à Yusupov. Il va réussir à sortir de la pièce et à se retrouver dans une cour où là les autres complices du Yusupov vont le rattraper, ils vont le larder de coups de couteau. Et bon, là ils pensent quand même que c'est bon là. Hein. Ils vont le jeter après dans la Neva. Mais quand on a retrouvé le corps de Raspoutine et qu'on a fait l'autopsie, eh ben on a vu qu'il avait de l'eau dans les poumons. Ce qui veut dire qu'il était encore vivant au moment où ils l'ont jeté à l'eau. Après le poison, après le coup de revolver, après les coups de couteau, il lui a fallu tout ça. Et finalement, il serait mort noyé dans la Neva. Et ça s'est passé dans la nuit du 16 au 17 septembre 1916. Magali, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Magali Cazotte et nous découvrons ensemble l'histoire incroyable d'une médium appelée Madame Freya. Et alors, 6 ans après la mort de Madame Freya, Simone de Tervagne cherchait à retrouver la trace du prince Yusupov. Et comme par miracle, il y a eu un concours de circonstances extraordinaire, encore une fois, qui a permis à Simone de Tervagne de retrouver Yusupov, qui vivait à Paris. Et donc, il a reçu très gentiment, et un peu de but en blanc, Simone de Tervagne lui demande de lui confirmer le témoignage que lui avait rapporté Madame Freya. Et il lui a confirmé en tout point.
Mais il s'est pas contenté de ça, Yusupov. Il a voulu montrer à Simone de Tervagne quelque chose qui lui était très personnel. Alors là, c'est Simone de Tervagne qui témoigne. Elle raconte, il m'entraîna dans une pièce étroite, sorte de salle à manger, où une longue table avec des sièges de chaque côté prenait toute la place. Au mur se trouvaient une vingtaine de dessins soigneusement encadrés. Tous représentaient d'effroyables têtes, plus sataniques les unes que les autres. Masques grimaçants à la bouche monstrueuse, faces grises, vertes ou bleues, tons cadavériques, regards haineux, menaçants. Seul un drôle de petit visage tout rond, peint en bleu, avec des yeux verts, jetait une note humoristique. Mais une force étrangement maléfique se dégageait des autres. Et après, il a sorti un autre dessin, Yusupov, pour le montrer à Simone de Tervagne. Et là, Simone de Tervagne nous le décrit. Elle décrit, c'était une face verte, des chicots couleur de feu, de petits yeux sataniques, rapprochés l'un de l'autre, et qui louchaient avec une sorte de haine féroce. Un nez ressemblant à un phallus, une barbe faite de flammes. Sur la figure, de profondes zébrures rouges, pareilles aux griffures dont il avait marqué le visage de Raspoutine, en pensant à la prédiction de Madame Freya. Je compris, alors, cette étonnante composition d'où il se dégageait une intense force démoniaque était plus ou moins transposée le portrait du moine maudit. Voilà, parce que son souvenir n'avait cessé de hanter le prince Yusupov. Et ça l'avait amené à faire ces dessins passablement effrayants. Donc voilà, Simone de Tervagne a pu confirmer grâce à sa rencontre avec le prince Yusupov, le témoignage de Madame Freya. Donc indirectement, Madame Freya a été impliquée dans des affaires vraiment qui sont devenues oui, notoires. Voilà, fameuses, célèbres. Malgré elle d'ailleurs. Hein, bon. Et puis, alors il faut que je revienne aussi quand même à la Première Guerre mondiale. Parce que là, bon, j'ai raconté l'épisode du début, mais Madame Freya a été l'une des rares personnes à savoir longtemps à l'avance que la guerre allait arriver, allait se déclencher, et une guerre épouvantable. Alors d'abord, il y a eu une rencontre. Alors c'est pareil, il y a encore une rencontre exceptionnelle. Elle se trouvait à Vichy, où sa fille, Marcel, faisait une cure. Et elle avait l'habitude, le soir, d'aller se promener dans la ville. Et un soir, elle voit sur le trottoir en face d'elle un homme qu'elle reconnaît et qui la reconnaît. C'était Jean Jaurès. Et Jean Jaurès, dès qu'il la voit, il traverse la rue et il lui dit tout de suite qu'il se passionne pour la chiromancie. Et tout de suite, il lui demande de regarder dans ses mains. En lui disant, je ne veux pas savoir quand je mourrai, mais comment je mourrai. Alors, elle est assez étonnée quand même, parce qu'il lui demande ça d'emblée. Alors, comme le soir tombait, elle l'entraîne sous un réverbère, à la lumière du réverbère. Et là encore, Madame Freya, elle est bouleversée. Elle n'ose pas lui dire. Alors, il l'incite, il lui dit, mais allez-y, n'ayez pas peur, je peux tout entendre. Et là, elle lui annonce qu'il va mourir assassiné. D'une mort très violente. Et il l'interrompt, il la laisse pas aller plus loin, il lui dit, écoutez, et moi je vais achever votre prédiction. Ce sera à la veille d'une déclaration de guerre. Et 4 ans plus tard, le 31 juillet 1914, soit la veille de la déclaration de guerre, Jean Jaurès est assassiné par Raoul le Vilain, le bien nommé, on va dire. Oui. Voilà. Et il faut savoir aussi, parce que ça peut-être que les gens ne le savent pas trop, en 1919, donc cet homme, ce vilain, va être jugé, il va être acquitté de son crime, et c'est la veuve de Jean Jaurès qui va être condamnée à payer les frais du procès. C'est quand même fort, ça. Oui, tout à fait. Bon. Et alors voilà, déjà, elle savait quand Madame Freya a appris l'assassinat de Jean Jaurès, elle savait que la guerre allait être déclarée le lendemain, puisqu'il lui avait annoncé. Mais il y avait aussi un autre élément qui lui avait annoncé la guerre. Alors, 2 autres éléments. D'abord, dès la fin de l'année 1913, tous les jeunes gens, tous les jeunes hommes qui venaient la consulter, elle voyait dans leurs mains des morts violentes. Ah oui. Quasiment tous les jours. D'ailleurs, elle disait toujours à sa fille, encore un, encore un. Elle voyait qu'ils allaient mourir, mais d'une mort très très violente. Il n'y avait pas d'explication en dehors de la guerre. Et il y avait aussi, elle a vécu aussi autre chose qui lui annonçait la guerre. Ça, là, on était au printemps 1914, juste quelques mois avant.
Elle reçoit un jour une femme entièrement vêtue de noir qui rentre dans son petit cabinet de consultation. Elle ne lui dit rien. Elle est vêtue de noir, elle ne porte aucun bijou, rien, aucun signe distinctif. Elle lui tend simplement un petit morceau de papier où il y a une écriture, son signature, parce que Madame Freya, non seulement son don de médium se déclenchait dès qu'elle voyait les mains, dès qu'elle regardait dans les mains, mais aussi ça marchait avec l'écriture de la personne. Il suffisait qu'on lui montre une écriture et elle devinait tout de la personne. Donc, cette femme mystérieuse, on va l'appeler, elle lui tend ce morceau de papier. Et là, Madame Freya, elle voit bien que, même si c'est écrit en français, c'est un étranger qui a écrit ces mots. Et après, et elle lui dit aussi, cet homme, elle sait que c'est un homme, il n'est pas français, et qu'il est sujet à de violents coups de tête. Elle commence à lui dire ça. Et puis après, la dame, elle lui montre ses mains. Et là, Madame Freya lui dit, il existe un lien de parenté entre vous et l'auteur de cette écriture. Cet homme qui n'est pas votre mari sera la cause de votre ruine. Le danger vous menace tous, vous et vos enfants. Vous devrez un jour quitter votre pays. Le mot exil vous environne. Alors là, la femme, quand elle entend ça, elle est prise vraiment de... elle est offusquée, quoi. Elle n'en croit pas ses oreilles. Elle se lève, elle lui dit, Madame, ce que vous venez de dire est absurde, ridicule, insensé. Ma famille occupe une situation qui ne peut s'effondrer. Vous ignorez qui je suis, je vais donc vous l'apprendre. Je suis la princesse de Saxe-Meiningen et cette écriture est celle de mon frère, l'empereur Guillaume II. Nullement impressionnée, Madame Freya, elle lui répond calmement. Je maintiens, Madame, tout ce que je viens de vous dire. Je ne me suis pas trompée. Bientôt votre frère déclarera la guerre à l'Europe. Il y perdra sa puissance car il sera vaincu. Alors devant le calme, on va dire olympien, et l'assurance de Madame Freya, la princesse quand même est troublée. Elle lui en veut pas. Elle lui dit même, écoutez, vous êtes quand même une personne étonnante et je suis sûre que mon frère aimerait vous connaître. Est-ce que vous accepteriez de faire une croisière avec nous sur notre yacht au mois de septembre? Et là, Madame Freya lui répond non, je ne peux pas accepter parce que ni vous ni votre frère ferez cette croisière car la guerre sera déjà déclarée à ce moment-là. Effectivement, elle s'était pas trompée. Ouais. Donc elle avait vu bien longtemps à l'avance l'arrivée de la Première Guerre mondiale. Et elle a vécu aussi, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et là, elle a fait preuve d'un véritable acte d'héroïsme, on peut dire. Parce qu'un jour, il y a une jeune femme qui tient absolument... On est en mars 1944. Il y a une jeune femme qui vient avec son fiancé. Voilà. Elle venait simplement pour savoir s'ils allaient se marier, être heureux. Et elle voit cet homme qui, lui, s'en fiche complètement de savoir s'il va se marier ou de sa vie de famille. Il lui pose qu'une seule question. Quand est-ce que l'Allemagne va enfin gagner? Alors là, elle comprend, Madame Freya, que c'est pas quelqu'un qui porte la France dans son cœur, quoi. Elle le devine. Alors là, j'ai même envie de dire, il n'y a pas besoin d'être voyant pour ça. Eh ben, elle va oser lui dire que l'Allemagne va bientôt subir la pire de toutes ses défaites. Alors là, l'homme, il rentre dans une colère épouvantable. D'ailleurs, Madame Freya le décrit ainsi à Simone de Tervagne. Jamais je n'ai vu un homme se mettre dans une telle colère. Une colère blanche, la plus terrible. Son visage était devenu livide. Il s'est dressé au comble de l'indignation. Il a levé la main, j'ai cru qu'il allait me frapper. Sa maîtresse, réellement angoissée par la tournure que prenait la consultation, réussit à l'entraîner rapidement au dehors, non sans me jeter un regard absolument affolé. Mais avant même qu'il ait le temps de partir, Madame Freya ajoute qu'il va bientôt frôler la mort et qu'il sera obligé de quitter la France dans la plus grande précipitation. Elle ne va plus entendre parler donc de cet homme et de cette femme jusqu'à la libération. Jusqu'à la libération où elle reçoit à nouveau la visite de la femme qui tenait à lui dire ce qui s'était passé. Venir la revoir pour lui dire « Vous ne pouvez pas savoir combien j'ai tremblé pour vous. L'homme que je vous avais amené en mars 1944 était l'un des principaux chefs de la Gestapo. Il était tellement furieux que vous ayez osé lui prédire la défaite allemande qu'il voulait vous faire arrêter. L'ordre écrit se trouvait même sur son bureau. Il ne manquait plus que sa signature. Heureusement pour vous,
il n'eut pas le temps de la poser, car il fut victime d'un grave accident d'auto, comme elle lui avait annoncé. Grièvement blessé sur la route glissante en revenant de Rennes, il fut transporté dans un hôpital, et lorsque le débarquement en Normandie eut lieu, on l'évacua précipitamment en Allemagne, ainsi que vous l'aviez prévu, et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. En effet. Alors, là, on voit quand même qu'elle a échappé à la mort de justesse. Ouais. Et on se dit que, ma foi, là, il y a une protection du ciel. Oui, c'est sûr. Voilà, et que le mal, finalement, ne gagne pas toujours. Heureusement. Heureusement. Voilà. Donc, après, voilà, la libération, donc, Madame Freya a continué, plus que jamais. On faisait même la queue dans la rue. Pour la consulter. Et alors, à un moment, bien sûr, avec l'âge, là, elle s'est mise à souffrir d'artérite. Elle souffrait beaucoup du genou, puis un jour, elle a fait une chute dans l'escalier. Et après cette chute, la pauvre, elle pouvait plus se lever de son lit. Elle pouvait plus. Mais elle a continué. à donner des consultations. On venait la consulter dans sa chambre à coucher jusqu'au début de l'année 1944. Donc, le fameux hiver 44. Il faisait un froid épouvantable. Voilà, le fameux hiver où l'abbé Pierre a lancé son appel. Ouais. Donc, on est au début de l'année. Et quelques jours avant son départ, elle avait dit, notamment à sa gouvernante, qui l'assistait, elle avait dit qu'elle avait vu en rêve tous ces morts qui venaient la chercher. Puis, le jour de sa mort, à 12h30, elle a rendu l'âme à 12h30, mais quelques heures auparavant, elle a dit aux personnes qui l'entouraient, vous pourrez dire que Dieu existe, j'en ai maintenant la certitude. Voilà, elle est morte le 16 février 1954. Et elle a vu les personnes qui sont venues la chercher. Bien sûr. Je peux même vous dire qu'elle n'est pas la seule, parce que je connais des histoires, beaucoup d'histoires. Ouais. Au moment du départ, il y a toujours des proches, ou du moins, j'allais dire, mais ça je l'ai vécu personnellement avec ma grand-mère, le jour de son départ, et c'était comme si sa sœur cadette était venue la chercher, parce qu'elle appelait son nom, mais sa sœur cadette était toujours en vie à cette époque. Donc je pense personnellement, ça c'est une conviction personnelle, qu'il peut y avoir aussi des êtres. Est-ce que c'est des êtres, des protecteurs, des anges gardiens, que sais-je, qui revêtent la forme d'êtres aimés, qui pour venir chercher les personnes qui ont besoin de voir tel ou tel proche. Parce que là j'ai eu la preuve, on peut dire la preuve à la mort de ma grand-mère, que c'était pas sa sœur qui était venue la chercher puisqu'elle était en vie, mais et voilà, elle avait prononcé son nom, donc c'est elle qu'elle a vu. Du moins, l'être qu'elle a vu avait pris la forme de sa sœur. Mais visiblement, d'après ce que je sais, pour avoir interviewé énormément de monde, visiblement, les proches viennent, et ça peut être le père, la mère. Tout à fait. Ouais. Mais quand les proches en question ne sont pas encore morts... Voilà. Voilà. Ah oui. Elisabeth Kubler-Ross a fait de nombreuses études. C'était impressionnant, ce qu'elle a recueilli comme témoignage. D'ailleurs, j'ai envie de dire, personne ne peut mourir seul. C'est impossible. Bien sûr. Alors que l'on soit entouré ou que l'on soit seul dans n'importe quel endroit, on ne meurt jamais seul. Non. Ça, c'est une certitude. Alors, donc, je reviens quand même à Madame Freya jusqu'au bout quand même. Oui. Quand on a annoncé sa mort dans les journaux, alors il y a eu beaucoup d'articles et aucun ne s'est moqué, on va dire, de sa profession un peu hors du commun. On lui a rendu vraiment des hommages très sérieux, on va dire, très très émouvants. Par contre, elle a été, il y a eu le service religieux qui a eu lieu dans l'église de Notre-Dame de Grâce à Passy, et après elle fut enterrée au cimetière de Bagneux. Mais il y a eu très peu de monde, on va dire, à l'enterrement. Elle avait connu toutes les personnalités, on va dire, de son siècle, que ce soit au niveau de la politique, du théâtre, de la littérature, toutes les personnalités, on va dire, du siècle, elle les avait côtoyées plus ou moins. Mais elle avait dit, vous verrez, il y aura très peu de gens à mon enterrement, parce que ces gens célèbres ne voudront pas révéler qu'ils me connaissaient, qu'ils étaient venus me consulter. Et s'était pas trompée. Alors, parce que Madame Freya a fait des prédictions. Oui. L'avenir. Alors notamment, on va dire,
Elle a fait des prédictions qui correspondent bien à notre époque actuelle. Ouais. Notamment, elle a dit, dans les années à venir, si l'élite mondiale ne s'élève pas contre ces véritables attentats, toutes sortes de cancers, de leucémies, n'ayant d'autre origine que la pollution atmosphérique, sans parler de certaines eaux dites potables, chargées de radioactivité, atteindront les humains de tous âges et de toutes conditions. La prolifération des véhicules, à son époque, on n'y était pas encore. La prolifération des véhicules obligera les dirigeants à prendre des mesures draconiennes, une sorte de limitation des véhicules, afin d'éviter l'asphyxie, je vais y arriver, quasi totale des grandes villes. La surpopulation du globe posera de graves problèmes aux chefs d'État. En fin de compte, à cause d'elle, le monde courra à sa perte. Car en dépit des maladies nouvelles que je pressens, le taux de mortalité sera moins élevé que celui des naissances, ce qui compromettra l'équilibre du monde. Elle a parlé aussi de la France. En ce qui concerne la France, je vois de graves désordres au sein du gouvernement. La corruption fera alors de tels ravages dans les milieux gouvernementaux que les honnêtes gens, ceux qui vivent en respectant les lois, auront bien du mal à s'en tirer. Pourtant, les Français continueront à former un peuple étonnant. Ils espèrent toujours que cela s'arrangera, et ils ont raison d'espérer. Même au milieu de troubles sociaux géologiques, Paris demeurera protégé. La France sera toujours sauvée par ceux qui sont morts pour elle, car ils luttent dans l'invisible. D'accord. Elle annonçait aussi, au point de vue scientifique, des savants français qui travaillent dans l'ombre feront des découvertes sensationnelles. Ils découvriront, entre autres, le secret de la vie et de la mort. Un savant étranger trouvera un procédé pour opérer une possibilité de jonction avec une autre planète, et dans les années à venir, nous aurons la preuve que l'apparition dans le ciel des soucoupes volantes est bien le signal d'une autre planète. Voilà, elle parlait de beaucoup de choses. On était dans le début des années 50. Oui, c'est ce qui se passe en ce moment, finalement. Écoutez, oui, on est en train de le vivre. Étonnant, hein. Je n'insisterai pas sur les hommes politiques, mais bon, voilà. Et sinon, alors pour revenir quand même à la chiromancie, à ce qu'elle voyait dans les mains, elle a dit de tous les procédés divinatoires, c'est la main qui est le plus près de la vérité, car on ne peut pas la changer. Et elle a dit aussi, la fatalité dépose dans nos mains à la naissance le secret de ces énigmatiques desseins, et fidèle à leur rôle d'intercesseur prémonitoire, elle nous révèle infailliblement par des physionomies expressives et changeantes les phases successives de notre destinée. Alors moi, j'ai pu personnellement le constater, parce que toute cette histoire quand j'ai découvert la vie de Madame Freya, moi je la connaissais pas, c'est une amie de Paris qui m'a fait découvrir cette femme extraordinaire dont je n'avais jamais entendu parler. Elle avait lu, on estime qu'elle a lu dans 600 000 mains. Voilà. Alors moi, toute cette histoire m'a tellement interpellée que ça m'a amené après à approfondir le sujet parce que je pouvais pas en rester là. Et après, voilà, j'ai fait des découvertes tellement incroyables que ça m'a amené, voilà, vous le savez très bien, Alain. Tout à fait. À franchir le pas, à devenir moi-même une chiromancienne professionnelle. Et j'ai pu constater vraiment la véracité de cette science qui est vraiment infaillible. Mais c'est vrai que Madame Freya, elle ajoutait à cette science un don hors du commun. C'est sûr. Voilà, qui se déclenchait simplement par la vision des mains ou par la vision d'une écriture qu'on pouvait lui confier. C'est une histoire magnifique, hein. En tout cas vraiment très très intéressante. Et puis surtout, voilà, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de remettre en lumière cette histoire, parce que bon, c'est vrai que Simone de Tervagne a sauvé de l'oubli tous les souvenirs qu'elle a pu lui confier, parce qu'elle aurait voulu écrire ses mémoires, Madame Freya, mais elle n'avait jamais le temps. Parce qu'elle a donné des consultations jusqu'à peut-être un mois avant sa mort. Oui, en effet, oui. Quelques jours avant sa mort. Et elle disait encore, il y a tant de gens à aider, il y a tant à faire. Alors c'est vrai que c'est infini. Et donc, elle n'avait pas pu jamais trouver le temps d'écrire ses mémoires. Donc Simone de Tervagne, la providence, on va dire, a permis à ces deux femmes de se rencontrer pour que Simone de Tervagne, in extremis, sauve toute cette fabuleuse histoire, mais qui est malgré tout retombé dans l'oubli, parce que qui connaît les livres de Simone de Tervagne? Alors on peut encore se procurer, pour ceux qui seraient intéressés, une voyante à l'Élysée. Oui. Bon, c'est en livre d'occasion, Oui. On peut le trouver sur certains sites internet, chez des bouquinistes, voilà. Et puis voilà, le fait d'en reparler, moi ça me fait plaisir de ressusciter un peu la mémoire de cette femme extraordinaire
qui est aussi à l'origine, de ma nouvelle vocation, on va dire. Elle a bouleversé ma vie. Oui. Là, vraiment, parce que j'ai écrit beaucoup d'articles sur d'autres histoires, sur d'autres personnages. Mais là, ça m'a... Et puis en plus, je vous avoue, Alain, je vous fais une confidence. La première fois que j'ai découvert l'histoire de Madame Freya, il y a quelque chose qui m'a frappé. Quelque chose qui m'a incité encore plus à franchir un pas, c'est qu'elle était née en 1871. Oui. Je suis née en 1971. Ah bah. Elle est morte un mardi 16 février. Je suis née un mardi 16 février. La synchronicité. Il y a beaucoup plus aussi. Mais je vais m'arrêter là. D'accord. Je me dis que ça m'a tellement interpellée. Je me suis, sentie connectée à cette femme. Je comprends. Et poussée, on va dire, c'est peut-être aller un peu loin parce que je n'ai pas son don. Mais j'ai réussi quand même à atteindre un certain niveau, on va dire, qui me permet un peu de reprendre le flambeau, si vous voulez. Parce qu'elle disait, mais il y a encore tant à faire, tant à aider. Et je me suis rendu compte, effectivement, que moi, à la base, je suis écrivain. J'ai écrit plusieurs livres, des articles, tout ce que vous voulez. J'étais chercheuse. Mais je me suis rendu compte que, à travers la chiromancie, on pouvait véritablement aider les gens. Mais c'est précis, oui. Leur éviter de faire des mauvais choix, leur éviter des dangers aussi. Voilà, et il y a tellement d'applications que... Voilà. Magali, on en parlera une autre fois. Ou une autre fois, oui, je crois. Là, j'étais un peu bavarde. Oui. Pour les personnes qui voudraient me contacter. Oui. Alors, soit, pour entrer en contact avec moi, pour une consultation, ou pour me donner peut-être des informations, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le collier de Perlotti. Alors, on peut m'écrire à mon adresse professionnelle, kiro12@laposte.net. Voilà, Kiro, c'est en minuscule. Oui. Ou alors, même pour les personnes, parce que ça peut être des personnes âgées qui ont connu Simone de Tervagne, mais qui n'ont peut-être pas Internet. Alors, pour les personnes qui n'ont pas Internet, elles peuvent aussi me joindre directement au numéro de mon portable 06 42 70 57 22. Voilà, s'il y a des gens qui veulent me contacter, qui ont des informations à me transmettre ou quoi que ce soit, de toute façon, on mettra des liens sur le site de la radio. Magali, à très bientôt. J'ai été un peu bavarde là, excusez-moi. Un petit peu. À très bientôt, Magali. À très bientôt, Alain. Fréquence Évasion.